Bienvenue à un autre Founder Wisdom podcast, édition en français. Donc, c'est une des premières. On recommence le français. La thèse derrière ça, c'est qu'il y a, je pense, 300 millions de personnes sur cette planète Terre qui parlent français. Dans le passé, je me disais que j'allais focus sur l'anglais parce que la plupart de cette planète puis le monde de business parle anglais. Mais le cerveau pense différemment en français. Puis, Mm. euh, je pense qu'il y a beaucoup de talent en France, spécifiquement présentement, en Afrique aussi, dans mon Québec. Donc, on recommence en français. Aujourd'hui, on a Arthur Soustel avec nous. C'est le CEO de OUTV. C'est un expert en automation, en automatisation slash automation. Pardon my French. Euh, on va parler de Make, on va parler de Airtable, on va parler de No Code. Arthur, bienvenue sur le pod. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi-même et ta compagnie OUTV? Hello tout le monde, merci pour l'invite en tout cas, Charles, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Déjà, il faut savoir que j'ai 22 ans. L'entrepreneuriat, pour moi, ça fait un peu plus de 3 ans que ça a commencé, je dirais. J'en faisais un peu à mes 17 ans quand j'avais créé mon premier Discord et que je gérais 300 personnes, mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'entrepreneuriat? Je suis pas sûr. C'était plus du fun à l'époque. Et je parlais même déjà anglais à l'époque, pour tout te dire. Mais donc non, aujourd'hui, j'ai créé OTV il y a un peu plus d'un an et demi, qui est une agence spécialisée dans le développement d'automatisation. Le but, il est très simple, en fait, c'est de centraliser toutes les données et faire gagner en productivité les équipes. Et pour le manager et l'entreprise, ça a une influence drastique sur la productivité d'un point de vue finance. Et d'un point de vue bien-être au travail, on vient supprimer tout ce qui est un peu répétitif et barbant au travail. Donc, on essaye de combler un peu les deux parties. Vraiment, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, on fait toujours mieux avec les demandes du client. Et voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a un immense avantage avec le no-code aussi, même pour les programmeurs, d'économiser du temps, de Mm, connecter des outils l'un avec l'autre sans se compliquer la vie. C'est sûr mm. que des fois, on veut des fonctions assez spécifiques, puis c'est là qu'il va falloir qu'on custom code. Tous ces outils-là de no-code ont aussi les options d'aller in-depth niveau code, puis de coder des paragraphes et des paragraphes. Je pense que c'est le futur, je pense que c'est le présent aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as remarqué au niveau de l'intelligence artificielle avec le no-code? Est-ce que tu as commencé à utiliser des stacks sur des stacks no-code qui incluent ChatGPT pour pouvoir accomplir certaines fonctions intéressantes. Par exemple, moi, je fais du code email de ces temps-ci, puis Mm, j'utilise un software qui s'appelle Clay. On importe une liste de Polo, puis mm. on dit à GPT d'écrire un courriel pour telle personne, lui donnant trois idées de C'est génial ça. campagne que mon entreprise pourrait faire. J'exporte cette liste-là, puis je l'importe back in Apollo. Mm. Puis j'ai 1500 customized emails qui sont ready to go out avec un taux de conversion d'environ de 1 à 10%. Donc, est-ce que tu as des exemples Propre. assez fascinants ou qui peuvent ajouter beaucoup de valeur pour nous? Mm. En vrai, ce qui est bien avec Make, c'est que vu que c'est un outil d'automatisation, il se connecte à beaucoup d'outils de manière native et il peut se connecter du coup à n'importe quelle API. En gros, l'API, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen pour s'authentifier à un logiciel et communiquer avec lui. En gros, on se connecte avec notre email et notre passe, on lui dit qu'est-ce qu'on veut lui faire faire. Donc ça déjà c'est un truc super cool. Et forcément quand typiquement tu as une base de données par exemple sur un Excel ou un Google Sheet et que toi tu veux faire du cold emailing comme tu le dis, c'est super pratique de pouvoir se connecter à ça. Moi je suis sur un truc pour moi, pour ma boîte, pour la partie prospection, où ça allie ChatGPT et une IA qui s'appelle humantic.ai, que j'invite tous à aller regarder, qui a été créée aux US d'ailleurs je crois. Et le but en fait il est simple, c'est qu'il analyse le profil LinkedIn de la personne et il dit au vu de ce qui est marqué sur le profil LinkedIn, comment est-ce qu'il faut l'approcher? Est-ce que c'est plus le tutoiement, plus le vouvoiement? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt rude? Est-ce que c'est quelqu'un de plus... Je parle même anglais, tu vois. Est-ce que c'est quelqu'un de plus facilement accessible? Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très accessible. J'ai fait le test sur mon LinkedIn et c'est assez fascinant parce qu'il m'a vraiment bien analysé. C'est-à-dire qu'il a été capable de dire que tu viens me voir et que tu m'écris 3 lignes juste en me demandant ce que tu as besoin, je vais te répondre dans la foulée. Mais que si tu m'écris un pavé de 15 lignes, je vais pas te lire et je vais juste te next. Donc c'est super intéressant. Et d'ailleurs, quand tu veux faire du cold emailing, moi je fais pas de cold emailing, c'est plus du cold prospection sur LinkedIn directement. C'est super efficace parce que du coup,
Quand tu as besoin d'aller avoir une audience qui aime bien lire, qui aime bien savoir dans le détail ce qu'elle a besoin, il va te le faire. Et d'ailleurs, tu peux un ChatGPT lui écrire le contenu au vu du rapport qu'il va générer juste en amont. Et derrière, après, tu le pousses sur ton LinkedIn. Ou alors, s'il te dit que c'est quelqu'un comme moi qui veut aller vite, juste 3 lignes, ça suffit. Bonjour, je veux ça, au revoir, merci. Bah, c'est pareil, tu mets ChatGPT derrière, il te fait le content, c'est fini, et tu as ton truc personnalisé pour tout le monde. Donc, c'est des moyens de fou. Maintenant, il faut savoir que je suis aussi un grand fainéant, que j'aime beaucoup regarder ce qui se fait ailleurs, mais j'aime pas faire des résumés de ce qui se fait ailleurs parce que bah, ma prise de notes n'est pas très bonne pour le coup. Du coup, c'est ChatGPT qui me l'a fait. Par exemple, je récupère différents articles URL d'articles de blog, ce qu'on appelle des flux RSS. Je le pousse dans mon outil Make. Et d'ailleurs, je demande à ChatGPT de faire le boulot, de me faire des résumés, des rapports, de ce que tu veux. Et comme ça, j'ai des trucs ultra clean. Et j'ai pas encore poussé jusqu'à la flemme maximum, because I'm lazy, mais quand même. C'est de venir carrément de faire une IA, tu sais, qui vient te raconter par voix audio ou juste à écouter dans ton Slack le contenu qui a été résumé. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire à terme. C'est très pratique. Ouais, j'ai utilisé ChatGPT pour écrire un job post ce matin, puis c'est bon. Le premier job post était très professionnel. J'ai dit comme, Mm, mais fais-le looker plus en millennial style avec des emojis, puis plus funky, puis je mm, pense que le résultat était bon. ChatGPT, les use cases sont juste limitless, mais mm. je pense que le plus grand use case sera d'apprendre, donc À d'utiliser l'utiliser. ChatGPT comme un partenaire d'échange, un peu comme si tu voudrais faire un débat pour Mm, croître intellectuellement. Je pense que c'est un des meilleurs use cases. Je l'utilise à chaque jour. J'utilise aussi PI pour ça. mm. Je l'ai ajouté à ma routine de lecture nocturne. Puis les résultats sont vraiment intéressants. Euh, pour le stack que tu viens de décrire, de un, je pense que ce serait important de mentionner que Make.com, c'est l'ancien, ben, c'est le nouveau Integromat. Parce que moi, je l'ai Ouais, connu c'est sous ça. Integromat. Je pense que c'est un bon move de branding aussi, by the way. Oui, C'est très bon move. Qui a gros coûté move. très Je ne sais pas cher, combien est-ce qu'ils ont je peux payé te le pour dire, mais le Make.com. Peut-être 200 000, 100 000. Um, mm. mais bon move. Euh, c'est quoi le stack précis que tu utilises pour ton LinkedIn Entry? Est-ce que c'est un outil, un Chrome extension ou c'est Make? Alors, en fait, c'est une extension Chrome, mais qui a aussi une API qui peut se brancher dans Make. OK. C'est quoi le Humantic.ai. nom de la Chrome C'est extension? Humantic, Human. Humantic.ai. Ah oui, je C'est les un. connais. J'ai interviewé plusieurs advisors de Humantic sur Mm, mon pod. Fait que je vais donner un autre go à l'extension. Le seul hic avec ces extensions-là, qu'est-ce que j'aime un peu moins, c'est qu'ils ne sont pas fully automated, right? Fait qu'il faut vraiment que tu mm. aies un à un. Bah, c'est un peu le début, je pense, c'est pour ça. Ouais. Je Pour pense que ça va justement pas venir, que ça on scale va y de quelque venir. chose que tu veux pas, là, Ouais. mais ouais. Intéressant. Puis, parle-moi un peu de tes clients. Qui est-ce que tu cibles et tu les aides à faire quoi exactement? Combien est-ce qu'ils te paient, etc. Les clients, ce sont essentiellement des SMBs, donc des petites moyennes entreprises. On commence à avoir un segment grand compte qui se développe. Alors, c'est une entreprise française que je vais citer, mais par exemple, on aimerait bien arriver à travailler à terme avec Engie ou vraiment des gros noms de l'industrie française. Et en fait, là, on va venir travailler plus sur de l'application métier et pas seulement de l'automatisation. On va vraiment créer une application en full no-code avec un outil qui est français qui s'appelle XAR. Ok. Et là, vraiment, on va venir se mettre sur non pas toute la boîte, mais des départements bien précis. Euh, Par exemple, ils ont du mal je vais dire une bêtise, mais la partie RH est peut-être pas bien gérée, la gestion des congés est pas bien gérée. Bah, peut-être qu'il faut juste développer une application avec une utilisation ultra simple et un formulaire juste simple. Et dans ces cas-là, que tous les gens qui puissent de ce département-là aient accès à ce truc-là, mais que ce soit le plus simple possible. Mais le problème, c'est que même si on veut coder quelque chose de simple, ça prend beaucoup plus de temps. Alors qu'en no-code, tu vas le faire en 10 jours, quelque chose de comme ça. Alors qu'en code, tu vas peut-être mettre un mois, 2 mois, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose fort du no-code. Et typiquement, mes clients aujourd'hui, ce sont des clients qui font à peu près une cinquantaine de salariés. Une cinquantaine, une centaine, on est déjà très content. Euh, le deal moyen, il a entre 6 et 15 000 euros dans l'absolu. Et le cycle de vente, c'est à peu près 2 mois, parce qu'on est sur des cycles de vente assez longs quand même. Parce qu'il faut, autant sur du code, on vient voir, tu proposes l'application, sur un produit ça, tu le dis, tu payes, tu as ton service dans la foulée, c'est très simple. Autant là, il faut comprendre l'enjeu de l'entreprise, il faut se projeter, il faut
faire des démonstrations, faire une maquette pour eux. Et il y a vraiment tout ce côté humain qui entre en jeu de vraiment se projeter dans leur métier. Et après, on peut commencer à travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est très propre à nous, pour le coup, de vraiment se projeter dedans. D'autres collègues le font, bien évidemment. Chacun a ses méthodes, mais vraiment voilà, de vraiment se mettre à la place du client et de qu'est-ce qu'il veut pour bien comprendre les enjeux. On n'est pas là pour faire de la masse, on préfère faire de la qualité et grandir de manière organique. Ça, c'est vraiment une volonté de notre part. Et voir ce domaine dans l'absolu. Donc, est-ce que le client vient vers toi avec un besoin spécifique? Est-ce que la majeure partie du temps, c'est un besoin de croissance Mm. vs un besoin d'optimiser les opérations? Je dirais un peu les deux. Dans l'absolu, alors, pour répondre à ta première question, ce sont surtout des personnes qui viennent nous voir, où c'est vraiment de l'organique, du bouche à oreille, de la recommandation. Et les gens disent: «Ah ben, j'ai entendu parler de vous, on m'a cité votre nom, est-ce qu'on peut déjà discuter?» Là, ils nous présentent leurs problèmes, leurs problématiques. Et souvent, c'est des problématiques de: «Je perds trop de temps». En France, il faut savoir qu'en France, on parle très peu d'argent. C'est assez tabou. Donc on va pas parler en perte d'argent, mais en perte de temps et de productivité. Hem Et on va surtout voir aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on a ce qu'on appelle des champions. C'est pas forcément les boss des entreprises qui viennent nous voir. On peut aussi avoir des employés qui se plaignent, qui nous contactent pour gagner crédibilité vis-à-vis de leur boss, et dans la deuxième, troisième réunion qu'on va faire, là, ils rentrent dans la danse et là, on commence à parler plus, du coup, business que problématique parce qu'on a traité en amont. Mais, mais par contre, tu vois, à côté, on commence à faire de la prospection parce qu'on se rend compte que les besoins s'élargissent, que les thématiques sont les mêmes pour tout le monde. On a un peu fait cette phase de market fit, tu vois. Et on commence à se dire, OK, maintenant qu'on a cerné un peu les problèmes globaux qu'on rencontrent les boîtes, maintenant on va pouvoir pas juste les industrialiser à notre échelle et commencer à faire de la qualité sur un peu plus, sur un pool de clients un peu plus grand. En t'écoutant, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de shifter vers l'anglais, c'est justement pour ces problèmes-là, parce que aussi la culture au Québec, c'est des gens qui, par les prix, c'est tabou. Puis les histoires de vouvoiement, tutoiement, tu sais, pour moi, c'est tout de la Ouais, bullshit. Aux States, aux États-Unis, par exemple, c'est direct. C'est comme oui, voici qu'est-ce ah que oui. je peux faire pour toi. Voici la potentielle victoire qu'on peut t'amener. Il n'y a rien de Mm. garanti. Puis c'est justement une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de prospecter ces territoires-là. Puis le français, mais bon, c'est une parenthèse. Est-ce que tu as commencé à prospecter d'autres territoires que la France? Mm. Bah alors, ce qui est rigolo, c'est que la communauté francophone est comme ça. Je dis ça parce qu'on a déjà discuté vite fait avec des Belges, rapidement avec des Belges. Il y a encore ce côté un peu tabou de l'argent. Et qu'il y a pas ce côté droit au but, en fait. Ça tourne un peu autour du pot, etc. Tu te renifles. Et là, récemment, on discutait avec une entreprise luxembourgeoise où j'ai d'ailleurs pas de nouvelles depuis un petit moment. Le moment où on a commencé à parler argent, c'est pas que ça a coincé, mais tu as une espèce de blocage qui se met. Alors pourtant, tout le monde sait que, enfin, tout travail mérite rémunération. On- Et alors qu'aux US, pour avoir déjà négocié avec une Américaine, elle m'a dit, parce que j'étais sur des prix du coup, moi, Europe, et pas des prix indiens auxquels elle s'attendait, je pense. Elle m'a sorti la phrase suivante qui m'a marqué, mais qui m'a fait extrêmement rire pendant l'appel, qui m'a dit: «Tu es plus cher que mon avocat». Et je lui ai dit: «Oui, sauf que la différence de ton avocat, c'est que moi, je vais te faire gagner de l'argent sur le long terme. Lui, tu vas juste le payer tout le temps». Ouais. Et Ben, elle n'a pas je pense que compris. c'est peut-être le type de client, là. C'est peut-être une entreprise qui était beaucoup trop petite habituellement là, quand tu obtiens ce genre de Hmm. réponse-là. Ben, Euh, je vas-y. sais pas trop, parce qu'en fait, elle m'a montré son pipe. Parce que justement, on parlait de pipe, de sales, de process, etc. Et j'ai vu son chiffre d'affaires. Et je sais qu'il y avait une dizaine de personnes, et son chiffre d'affaires était peut-être 100 fois supérieur au nombre de personnes qu'il y avait dans la boîte. Ouais. Et qu'elle vienne me parler argent alors qu'elle voulait augmenter sa productivité, ça faisait juste un non-sens pour moi. Je Ouais. ne comprenais pas que le discours n'était pas en adéquat avec ce qu'elle avait besoin, donc c'était assez rigolo. Mais par Ouais. contre, j'ai déjà eu affaire à d'autres Américains qui, là, pour le coup, étaient plus sur des profils classiques. Et là, effectivement, tu vas droit au but, c'est combien, c'est quoi, je veux ça. Et Hmm. là, c'est du cadrage de projet à l'échelle de l'entreprise, en fait, derrière. Ouais. Ben, généralement parlant, là, les chiffres ne mentent pas, mais les gens font mentir les chiffres souvent. Donc, Mm. si elle te partage son pipeline, qu'est-ce qui dit que c'est vraiment ça? La deuxième question, c'est est-ce que quelqu'un que tu viens de rencontrer va te partager son propre pipeline? C'est des comportements
bizarre. Je pense qu'elle faisait ça juste pour compenser. Je pense qu'en réalité, elle faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires parce que quelqu'un qui parle Mm. d'argent comme ça, puis qui est comme ah, tu charges plus cher de mon avocat, c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup d'argent habituellement. Anyway, ça, c'est Mm. mon two cents. Euh, aux States, habituellement, Indeed, moi, j'ai rarement de résistance niveau prix. Je pense que quelque chose qui aide aussi, généralement, c'est juste ton branding, puis comment est-ce que tu te présentes. Oui. Par exemple, les gens ils voient mon LinkedIn, ils voient que j'ai mon podcast, ils voient que je travaille sur plusieurs moonshots. C'est comme s'ils sont un peu peut-être intimidés ou ils n'osent pas vraiment parler de ça, ce qui est c'est pas nécessairement une bonne affaire, mais à ce stage-là de ma carrière, je ne suis plus vraiment au stage de justifier mes prix. Mm. Puis justement, quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'Inde, Mm. euh, c'est pas quelqu'un qui est à un haut niveau aussi généralement. Tu as plusieurs phases dans ta carrière d'entrepreneur. Moi, oui, j'ai commencé à travailler avec ces pays-là. By the way, l'Inde, c'est toujours un des meilleurs pays. J'ai jamais vraiment eu de fit avec les Philippines, par exemple. C'est vraiment Mm. du low quality, zéro entrepreneuriat. L'Inde, tu peux avoir quelque chose d'intéressant, mais Indeed, quand tu passes le stage de la quantité, qui est vraiment des low salaries, puis high amount of hours, tu arrives au Mm. stade de la qualité, puis c'est comme un nouvel échelon. Fait que c'est comme un deuxième stage de la carrière. Mais pour rester sur nos sujets, par exemple, c'est quoi, combien est-ce que tu charges par mois, puis c'est pour faire quoi présentement, euh, euh, réalistiquement? Est-ce que c'est pour optimiser un processus qui va économiser 2 000 $ par mois, puis tu charges 3 000 par mois pour le faire? Comment est-ce que tu prices, puis comment est-ce que tu parles de ton retour sur investissement aux clients? C'est une très bonne question. En soi, nous, on a 2 modèles de pricing. Le premier, c'est la prestation, où là, en fait, c'est du projet. Donc, on demande un acompte de 30 à 50 avant la prestation pour nous boucler les agendas. Et après, à la fin de la prestation, souvent, ça s'étale sur 2 mois, 2 mois et demi dans l'absolu. Et on demande le reste, donc les autres 50 restants. Et la mensualité qui va rentrer en jeu, c'est la partie, ce qu'on appelle maintenance en conditions opérationnelles. C'est en gros, c'est la partie où nous, on va assurer qu'en cas de bug ou de crash, on soit là en support, en mode pour faire front, pour réparer les bugs, etc. Parce que même si on est sur les technologies de no-code, dans notre métier à nous, qui est l'automatisation, il peut y avoir des crashs, des serveurs peuvent partir en fumée, les API peuvent changer du jour au lendemain sans communiquer, etc. Donc nous, tout ça, on le prend en charge mensuellement. C'est une option en fait qu'on laisse au client. Nous, on est très ouvert pour le coup. On ne dit pas tu es fermé avec nous, etc. Il n'y a pas de il y a pas de contradiction sur je suis obligé de le faire si je prends cette option-là. Euh, donc en fait, le pricing, il est assez libre. On se met surtout d'accord sur un prix que nous correspond en termes de marge, mais aussi en adéquation avec le budget. Maintenant, ça arrive également que notre prix soit trop élevé par rapport à ce que le client peut mettre. Dans ces cas-là, tant pis, il n'y a pas de deal, c'est pas grave, on passe à autre chose. Euh, Est-ce que ça répond à ta question, du coup? Ouais, ben, c'est quoi les approximatifs du prix? Disons que moi, je veux démarrer ma no-code agency. Est-ce Mm. que je devrais pricer le premier package à 1 500 par mois? Quels sont mes délivrables dans ce cas-là? Est-ce que je peux dire au client que je vais lui créer 5 à 10 automatisations? Est-ce Mm. que je peux estimer que 5 vont être dans le sales department puis 5 dans les ops? Est-ce que parce que c'est juste vraiment du cas par cas. Moi, de la manière que j'approcherais ça, ce serait vraiment, je pense que je commencerais par les ventes, puis je dirais au client Mm. que j'irais te créer comme une automatisation, disons, LinkedIn, fait qu'un pipe que, bon, ça commence sur LinkedIn, ensuite, je connecte avec un autre outil qui va envoyer des courriels. Mm. Un autre, ça pourrait être, ou peut-être que je le prendrais 100% niveau opération, parce que moi, le no-code dans mon entreprise présentement, c'est sûr que j'ai une force je suis fort en vente, Mm. c'est plus vers mes opérations Mm. qu'on on se concentre présentement. Par exemple, lorsque le client paie, mais même avant que le client paie, bon, paiement sur Stripe, contrat, par la suite, on lui envoie automatiquement un document à remplir. Une fois que ça c'est rempli, le meeting est booké. Mm. Puis je pense que je chargerais, c'est sûr qu'on veut tout du monthly recurring, mais Mm. dans ce cas-là, je pense que ce serait vraiment un one-time.
un one-time process. J'ai de la misère à voir comment est-ce que je pourrais faire quelque chose de recurring si ma job, justement, c'est d'automatiser. Est-ce que tu me suis? Puis qu'est-ce que tu Ouais. penses Bah, de en cette fait, pensée-là? le problème quand tu es une agence, dans le no-code du moins, le seul recurring que tu peux facturer de manière justifiée, c'est l'opérationnel, toi qui vas assurer les bugs, les crashs, etc. OK. C'est vraiment ça que le client il est prêt à payer. Hmm. Par contre, parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu dis je te mets en place une automatisation, ok, tu vas la construire, etc. Il va peut-être payer 1000 $ par mois, il va avoir un ROI de x10. Mais le problème, c'est que si ça implique que toi, tu es. Ça implique que ce soit fait sur ton compte à toi et que d'un point de vue légal, c'est limite. Parce qu'en fait, il y a tellement de données qui transitent, c'est très limite. Et donc, en fait, ça, c'est déjà bloquant. Parce que ce serait pas normal que sur mon compte à moi d'entreprise ou TV, je puisse avoir accès de manière sans que le client ait le droit final de pouvoir m'enlever de son organisation à ce contenu-là. Alors qu'en fait, si on regarde, si je vais dans le scénario, je vois tous les emails qui passent et je pourrais me les récupérer pour moi-même dans l'absolu. Il aurait rien de droit à le dire parce que c'est sur mon compte à moi. Et ça, en fait, c'est là que ça coince dans ce coin-là. Et pour commencer en tant que no-code agency, on commence tous par le palier à peu près entre 400, 500 euros, j'allais dire dollars, mais 500 dollars, euros par jour. Et après, ça monte et ça stagne entre 800 et 1200 euros par jour. Nous, on est actuellement autour des 900 Par euros jour. par jour. Wow. Par jour, ouais, par jour. Mais parce qu'en fait, on va facturer par jour, mais les projets, enfin, vu que le no-code, c'est 4 fois plus rapide pour développer, c'est pas des projets qui vont faire, en termes de journées facturées, c'est une quinzaine de journées, mais qui va s'étaler sur un mois et demi. Parce on va faire sur les 15 jours qui sont facturés, il y a toute la partie gestion de projet. Il va falloir communiquer avec le client, lui montrer qu'est-ce qu'on a fait, lui livrer les choses, lui expliquer qu'est-ce qu'on a livré. Et il y a toute une partie qui est de documentation technique. Que quand tu livres quelque chose, tu peux pas le livrer juste en disant tiens, ça marche. Il faut aussi lui montrer que, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait, c'est qu'on part du principe que le client va être autonome à la fin. Et par conséquent, on va lui livrer la documentation technique de comment est-ce qu'on a construit ça, pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là techniques, de pourquoi est-ce que entre mon CRM, entre mon Pipedrive qui est mon CRM et mon Calendly, pour les associer, j'ai mis un filtre au milieu dans mon scénario make. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais parce qu'en gros, si je mets pas ça, ça fonctionne pas, techniquement parlant, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Et parce qu'en fait, le but du no-code pour moi, c'est le code est dépendant d'un développeur. Le no-code t'es dépendant de techniquement personne, tu es juste dépendant d'un abonnement que tu payes au logiciel. La Oui. construction qui est autour, tu vas payer la personne qui va te le faire. Tu vas peut-être payer un tout petit peu la personne qui va gérer les problèmes, mais ça ne doit pas être équivalent au salaire annuel d'un développeur pour moi. C'est pas la vision du no-code que j'ai en tout cas. OK. Maintenant, il y a des boîtes qui ont vu le business qu'on peut faire là-dedans, je comprends, j'entends. Mais c'est pas ma vision. Moi, il y en a qui font payer des 6 000 € pour des sites internet encore aujourd'hui en maintenance parce qu'ils disent ils vendent tous les points négatifs qu'on va rencontrer. Alors, c'est plus forcément vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, la technologie, elle a bien évolué. Et même, on en parlait au début, l'IA permet tellement de possibilités que pour moi, c'est un non-sens. En fait, ce serait juste pas réglo pour le client en face de nous. Ce serait pas respectueux. Wow. OK. Je comprends pourquoi est-ce que l'Américaine disait que tes prix sont, sont plus chers parce Mm. qu'on parle quand même de 15 000 euros, environ de 12 000 euros par mois. Non, non, Et, pas par mois, pour un projet. C'est du one OK. shot. C'est pas du mois. C'est pas OK. par mois, justement. Puis ça prend un mois, 15 jours, mais c'est billé sur un mois, c'est ça? Le Non, 12 000? c'est pas billé sur un mois, c'est build sur. On va demander un acompte pour commencer la prestation. Donc, par exemple, on a 10 000 euros, 10 000 euros. On va Ouais. demander peut-être 2500, 3 000 € pour nous juste bloquer les agendas. OK. Et une fois que ça c'est fait, on va demander le reste, soit à la fin, si les finances le permettent, à la fin du projet, Mhm. soit ils nous disent, écoutez, c'est compliqué, est-ce qu'on peut payer en 3 4 fois? Et là, il n'y a pas de souci, ils nous payent sur 3 4 mois, le restant. OK. Et après, le recurring qui entre en jeu, c'est vraiment juste la partie maintien Maintenance, ouais. opérationnel et ça équivaut, on va dire, entre 150 et 300 €, on va dire, par mois. Ouais, parce que C'est vraiment Zapier beaucoup moins. brise souvent. Il y a souvent des bugs à les fixer, par Hmm. exemple. Comment est-ce que tu prospectes tes clients? Seulement via LinkedIn Outreach? Est-ce que tu fais du cold email aussi? Combien de meetings est-ce que tu génères par mois? Puis combien de clients est-ce que ça génère ces meetings-là à chaque mois? Alors, pour répondre à ma question, on passe que par LinkedIn et des recommandations de personnes qui nous connaissent et qui nous recommandent.
parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir acquéri avec mon associé une certaine crédibilité en France. Juste avec la création de contenu dans l'absolu que j'ai partagé de manière gratuite sur les réseaux parce que c'est ma passion et que les gens ont commencé à me suivre pour ça. Donc déjà, crédibilité t'amène des personnes sans Ouais, forcément avoir besoin de prospecter. Maintenant, on passe par des outils comme Wallaxy qui permettent de faire du cold sur LinkedIn. Et on a pour but de générer, j'ai envie de dire, une trentaine de rendez-vous par mois. Pas plus, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, on ne peut pas assumer plus. Il va falloir qu'on staffe. Mais on a bien pour but de grandir quand même et de faire de plus en plus de prospection, de faire de plus en plus de rendez-vous, etc. Mais vu que le temps de closing est relativement long, on parle d'un mois pour clore un deal, c'est long. ouais, ben c'est high ticket aussi, là. Euh, C'est ça. j'ai un insight aussi en t'écoutant. Mon but à court terme, c'est de créer un écosystème d'agences, donc une no-code, une pour le podcast, une d'SDR que j'ai déjà, une Mm, pour de publishing, un book publishing. Puis je recrute des CEO pour gérer chacun de ces agences-là, slash un COO. mm, Puis en t'écoutant parler, l'insight principal, c'est je pense que je vais seulement ou vraiment m'assurer que la personne ait une expérience no-code à chaque fois que je la mm, recrute. Parce que si je recrute un CEO slash un CEO qui a de l'expérience en no-code, comme tu dis, on va juste payer des softwares. mm, Les employés coûtent extrêmement cher, non seulement en cash, mais mm, en temps et en énergie. Puis je pense que si je recrute ces gens-là qui vont passer la majeure partie de leur temps à coder des robots qui mm. vont être automatisés, puis hopefully de l'intelligence artificielle, je pense que c'est beaucoup mieux que de recruter beaucoup d'humains puis d'avoir un payroll immense. Arthur, merci de t'avoir présenté aujourd'hui. C'était vraiment Avec intéressant. J'ai eu plaisir. Merci à plusieurs toi. insights. Où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur toi, sur LinkedIn, ton site web? Alors, on a un site internet qui s'appelle outils.com qui va sortir la semaine prochaine. Et sinon, sur LinkedIn, Arthur Soustel sur LinkedIn, ils peuvent me suivre avec grand plaisir. S'ils ont des questions, mes DM sont ouverts. Je réponds dès que je peux, dans l'absolu, dans un délai de 24 heures. Et voilà, moi je suis là. Après, il y a mon email aussi, s'ils veulent me contacter par email sur mon LinkedIn. Et c'est avec grand plaisir.